Alors, ça vous a peut-être surpris de voir des travailleurs sociaux dans le programme. C'est parce que je vais essayer de vous partager l'expérience qu'on a dans notre organisme de formation, qui est un centre de formation pour adultes à Bourg-en-Bresse. Et la particularité qu'on a par rapport à Spiral et la formation à distance, c'est qu'on l'a appliqué dans le cadre de formation de travailleurs sociaux, de moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés des niveaux 3 et 4. Et donc je vais vous donner un petit peu notre expérience, des usages de Spiral qu'on a pu faire dans l'idée de peut-être vous apporter des ouvertures, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être des usages détournés, ou peut-être c'est des choses que vous faites déjà, j'ai pas pu avoir tous vos retours d'expérience et vos usages de Spiral. On ira vite si ça vous intéresse moyen, on traînera un peu plus peut-être sur d'autres projets. Je vous parlerai des projets qu'on a dans cet organisme, des projets aussi régionaux. L'idée, voilà, c'est d'ouvrir la discussion, d'imaginer aussi peut-être des temps un peu plus longs sur certains points qui vous intéresseraient dans le Barcamp de demain. Donc voilà, un historique un peu de comment nous, on a évolué avec cet outil-là, ce qu'on en a fait donc dans cette intervention. Voilà. Alors c'est parti. Alors notre organisme, il forme en fait des travailleurs sociaux, 70%, mais on forme aussi on fait des formations techniques. C'est hyper varié chez nous, c'est pas un centre de formation dédié à un type de métier. Par exemple, en ce moment, on a des charcutiers traiteurs sur des CAP, on a des titres professionnels sur de la logistique, on fait de la formation continue sur de la bureautique, de l'informatique traditionnelle, de la compta, des choses comme ça, comme pas mal d'organismes. Mais comme le numérique, c'est quelque chose qu'on porte depuis une quinzaine d'années, quelles que soient les formations, même si ce n'est pas au référentiel, pour nous, c'était un essentiel, quels que soient les métiers, de sensibiliser au numérique. Alors à la fois à la pratique, mais aussi une culture du numérique pour comprendre dans sa formation et son métier comment on peut s'en saisir pour en faire quelque chose. À tel point qu'on est allé jusqu'à ouvrir ce qu'on appelle donc un espace public numérique que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle ailleurs EPI, Espace Public Internet, où tout à l'heure on parlait de centres multimédia aussi dans la région sud. Donc c'est des lieux d'accueil, d'accompagnement des personnes, évidemment d'accès pour ceux qui n'auraient pas accès, parce qu'ils sont dans la précarité ou problème temporaire d'accès à Internet, de machines, mais c'est surtout des lieux d'accompagnement. On forme et aussi on met en place des projets, des activités, ça peut être avec des enfants, des activités ludiques, des sensibilisations à des usages de tablettes, des choses comme ça. On a été soutenu par la région Rhône-Alpes, à la fois sur nos projets de formation à distance, parce qu'on était innovants là-dessus, mais aussi parce que dans ce projet-là, souvent c'est concurrentiel avec les organismes, avec des organismes de formation qui se prennent un peu de haut par rapport à ces espaces publics numériques où on parle d'animateurs, on dit que les formateurs, c'est supérieur à un animateur, etc. Il y a un genre de rivalité et surtout dans ces espaces publics numériques, c'est de la formation pour pas cher, voire gratuit. Et souvent une rivalité. Nous, on a ouvert au sein d'un centre de formation un espace comme ça, destination de nos stagiaires qui sont en difficulté avec le numérique, mais on ouvre ça au grand public qui peut se mixer comme ça dans ce lieu-là. L'intérêt pour la région et sur le territoire, c'est de permettre à des gens qui sont par exemple dans l'exclusion de franchir le pas d'un centre de formation, de rentrer dans un centre de formation par le biais du numérique, et puis s'ouvrir à se dire, tiens, finalement, peut-être je pourrais faire ça, ou je rencontre des gens de mon quartier qui sont en formation, eux le font, pourquoi pas moi. Voilà un peu l'esprit du projet. Alors une particularité aussi, c'est que cet espace public numérique, on le fait vivre pas seulement avec des médiateurs numériques, mais on le fait vivre avec nos stagiaires. C'est un lieu de mixité sociale, dans le sens où nos éducateurs en formation, tous les travailleurs sociaux de manière générale qui sont en formation, eh bien, on les sensibilise à la gestion de projets éducatifs, dans ce qu'on appelle, nous, des médiations éducatives. Alors, par exemple, on a du sport adapté, des techniques manuelles. Le numérique en fait partie. L'idée, c'est, au travers d'une activité, c'est des choses dans l'animation que vous connaissez aussi qui s'appelle autrement, mais comment on peut créer du lien avec les personnes par l'activité. Et on casse les idées reçues des travailleurs sociaux qui souvent disent qu'ils viennent pour travailler avec les autres et pas avec des machines. Et on leur montre que travailler côte à côte avec un projet autour de la machine, eh bien, ça peut créer du lien. Et donc, dans l'espace public numérique, eh bien, nos stagiaires en formation accueillent par exemple des personnes handicapées et les forment aux usages numériques. On va mixer aussi dans ce lieu
des gens en service civique, des gens qui sont en stage, des étudiants de licence par exemple sur des métiers du numérique, eh bien, viennent faire leur stage, mais ils ont en charge aussi d'accueillir. Et comme ça se croisent des gens, des stagiaires en formation, des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui viennent chercher une formation numérique. Voilà aussi une particularité de notre organisme. Alors, on porte, donc on est dans l'Ain, et on porte des projets de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes est très moteur sur les usages numériques et les accompagnements aux usages numériques. Et il y a pas mal de projets qui sont portés par la région, que nous, on met en œuvre dans notre organisme. Il y a un grand projet qui s'appelle Solidarité numérique, qui est sorti en 2008, la région. Et dedans, eh bien, il y a eu des subventions, par exemple, pour équiper en matériel d'accessibilité numérique les espaces qui accueillent du public. Donc, par exemple, des dispositifs pour les personnes déficientes visuelles, du mobilier adapté, etc. Donc, nous, on est équipés comme ça. La région finance de l'animation de réseau des espaces publics numériques. Donc, de telle manière qu'il y ait des vrais projets régionaux, que les gens travaillent en réseau comme on le fait là sur ces jours. Et à déboucher de ces réseaux-là, un projet, le Pass numérique, qui a 10 heures de formation, de sensibilisation pour tout Rhône-Alpin, gratuit, à la culture numérique. L'idée de la région, c'est de se dire, savoir manipuler, utiliser des logiciels, un ordinateur, tablette, ça suffit plus. Il faut avoir la connaissance aussi. Alors moi, souvent, je compare un peu au code de la route du numérique. Il y a une pratique, mais en même temps, de comprendre comment les choses fonctionnent, les enjeux qu'il y a dans la société numérique, eh bien, c'est un indispensable maintenant pour être autonome avec tout ça, avec tous ces outils-là. Donc nous, on est impliqués là-dedans et on est impliqués dans un projet. Si ça vous intéresse, ça pourrait faire l'objet d'une table au Barcamp, qui est le Pass numérique. L'idée de monter une plateforme de formation ouverte à tous pour former aux compétences numériques, à destination de deux publics, le grand public, avec des parcours par exemple autour de l'accompagnement de ses enfants au numérique, et des parcours pour les professionnels. Et quand on dit professionnel, c'est toute personne qui peut, avec son public, être en lien avec le numérique. Un éducateur qui doit travailler dans l'insertion, eh bien, il va falloir qu'il passe par les sites pour les droits des personnes, CAF, Pôle emploi, tous ces sites-là. Donc, il faut qu'il soit aussi capable de le faire et d'accompagner les personnes. Et donc, sur cette plateforme, on a un groupement à animer une communauté d'utilisateurs et créer les contenus dans cet espace-là. Alors, ce qui peut vous intéresser aussi, c'est qu'on utilise Claroline Connect, donc la version que Christophe évoquait tout à l'heure, la suite de Spiral, la fusion de Spiral Connect et de Claroline. Donc, on fait partie des premiers utilisateurs aussi à tester un projet d'envergure sur cet espace-là. La région voudrait qu'au terme du projet, il y ait 25 000 utilisateurs qui passent sur cette plateforme. Donc, un projet ambitieux. Voilà, donc vous voyez un positionnement fort et nous on défend tout ça, on porte tout ça dans l'Ain. Donc là encore, je pourrais faire des focus, je vous donne des pistes comme ça en fonction de vos métiers, comme je sais qu'il y a des gens de la région, il y a des gens des services jeunesse, il peut y avoir des liens, des choses qui peuvent être reproductibles dans d'autres départements, d'autres régions. Alors voilà des exemples de parcours. Désolée, je vous dérange. Je t'en prie. Il y a une voiture qui a ses feux allumés. Ah. Il est dans le 22, sur le parking là. Voiture du 22 avec ses feux allumés. 4-2 GR, si j'ai bien retenu la plaque. C'est quoi la voiture? Non, c'est aucun des deux. Eh ben, dommage pour la personne à qui. Alors je sais pas s'il n'y a pas du monde. Ah, voilà, peut-être Olivier. Non, alors. Il n'y a pas de voiture. C'est pas lui. Hein. Alors, voilà pour avoir sur le Barcamp des exemples de parcours qui pourraient vous être utiles. Vous voyez que dans les deux premiers parcours qui sont en ligne, on en a un sur la construction de l'identité numérique, un autre sur l'accompagnement, celui-là c'est le grand public, l'autre pour les professionnels, accompagner les pratiques numériques des jeunes, avec des tutos, des interviews par exemple de professionnels, de psy qui parlent des jeunes, des usages des jeunes par rapport au numérique, des tendances, etc. Un autre parcours à venir, utiliser le web pour accéder à l'emploi. Voilà des idées, je pourrais rentrer dans les détails demain, si vous le souhaitez. Donc il y a un blog aussi sur ce projet-là.
Donc tout ça, je vous le mettrai aussi en ligne. Je n'ai pas eu le temps de vous le déposer encore sur SlideShare, mais je le ferai dans la foulée. Ouais. Alors, nous, on a la charge. Moi, par exemple, je m'occupe de l'aspect technique. On est une équipe de 6. On est tous des acteurs locaux Rhône-Alpes. Notre rôle, c'est de faire de la com aussi, à travers des réseaux sociaux, tout ça sur le projet, mais aussi d'animer les communautés pour que les professionnels de ces communautés redéploient ça sur leur territoire. C'est ça un peu l'idée, de faire se rencontrer les gens, notamment dans des journées de formation. On va former, je rentrerai dans le détail aussi demain, si tu veux qu'on traîne un peu dessus, mais donc il y a des journées, il y a la plateforme, mais de l'animation de réseau et de la formation des acteurs. C'est-à-dire que les contenus qui vont être produits à partir de maintenant, on a fait des contenus types pour montrer ce que ça pouvait être. Maintenant, ça va être les acteurs qui vont produire les contenus. On met autour de la table des gens en fonction des thématiques. Par exemple, sur le parcours sur l'emploi, on mettra Pôle emploi, la mission locale, etc. Et ils doivent, lors de ce comité éditorial, travailler sur les indispensables pour eux par rapport à leur public qu'il faudrait voir. Les exemples, par exemple, d'une assistante sociale qui travaille en milieu rural, pour elle, son public qu'elle accompagne, ce qu'il a besoin, c'est d'accéder à sa banque en ligne. Par exemple, parce qu'il est éloigné de son guichet, de sa banque. Donc, ils se mettent autour de la table, ils échangent sur les indispensables, et après, lors de 2 journées de formation, on apprend des techniques innovantes de création de contenu. Faire de la vidéo dessinée, faire une voix off sur un contenu pédagogique, des choses comme ça, avec des professionnels de ces métiers-là. Et donc, pendant 2 jours, les professionnels se forment, mais créent les contenus que nous, on intégrera dans les parcours. Voilà le projet dans sa globalité. Je pourrais vous montrer des exemples de ce qu'on a déjà fait là-dessus. Donc il me semblait que voilà, ces contenus-là, vous pourriez les réutiliser en fonction de vos métiers. Il y a des choses à prendre dans les thématiques qui seront abordées. Voilà d'autres exemples de parcours, découvrir les opportunités du web, utiliser le web pour accéder à l'emploi, suivre la scolarité des enfants en ligne, les services numériques du quotidien. Voilà. Alors, pour ce qui vous concerne plus directement, comme une majorité d'entre vous a quand même des attentes ou a déjà des projets bien avancés sur Spiral, c'est vous faire un retour de comment nous, ça a avancé, parce que des échanges que j'ai pu entendre, forcément, vous êtes confrontés aux contraintes des formateurs qui ne veulent pas changer leur métier, des contraintes institutionnelles, etc. Beaucoup de changements avec tous ces projets. Comment nous, on a réussi à faire des choses avec les mêmes contraintes qu'on a vécues, on y est passé aussi. Qu'est-ce qui a pu, quels ont pu être les leviers au fur et à mesure de notre projet qui date maintenant. Donc ça a démarré, nous, en 2000. On avait un projet de l'organisme voulait aller vers la formation à distance, vers le e-learning. C'était les tendances des organismes de formation. Et donc je testais dans mes missions, c'était de tester, d'expérimenter des plateformes. Les plateformes de l'époque qui sont là encore, comme les Moodle, d'autres qui n'existent plus. Et puis en 2003, dans la veille, notamment on parlait de Tode Cursus par exemple, qui existait déjà, je découvre la naissance d'une plateforme locale à Lyon, portée par l'université. Donc j'envoie un mail au responsable pour savoir si je peux avoir un accès. Un monsieur Battier me répond à minuit, comme quoi il n'y a pas de problème, et c'est bon, j'ai des accès, je teste et je découvre un truc qui ne ressemblait pas aux autres, qui avait une approche plus pédagogique. Pas le Spiral que vous connaissez, mais une première version. On commence à échanger avec Christophe, et notre projet part de là. Essentiellement, c'est là que ça commence à prendre de l'ampleur. Et puis, des collègues aussi qui vont être importants dans le projet. Patrick Perard, le directeur, qui poussera en termes de moyens mis à disposition des formateurs pour leur donner envie d'y aller. Philippe Gabéran, qui est un ancien éducateur, qui lui fait de la recherche, donc qui va observer comment ces outils-là peuvent amener quelque chose pour des travailleurs sociaux. Donc lui, il va avoir ce recul-là, c'est quelqu'un qui n'est pas branché numérique, donc il a vraiment un regard extérieur, il observe ce qui se produit chez ses étudiants. Et puis des collègues qui aussi vont y croire et qui vont me soutenir dans la mise en œuvre. Alors, pour utiliser, on commence à se dire à quoi ça peut servir, ces outils-là, avec nos publics. Et ça intéresse Christophe et l'équipe d'avoir d'autres publics que des étudiants d'université, des profs d'université.
Là, on a des publics formateurs qui vont se retrouver en mode enseignant et qui vont pouvoir tester. Et puis, des publics variés, de publics jeunes en insertion à adultes en insertion, en gens qui se reconvertissent. Et on commence à créer des contenus. On expérimente, on teste des quiz, tout ce que vous avez pu tester ou vous êtes en train de tester. Et celle-là, elle arrive un peu trop tôt. Non, je croyais qu'on avait une avant. Et on arrive à se dire, ce qu'il faudrait, c'est donner des pratiques à tout le monde, à la fois tous nos stagiaires. Si on propose ces outils-là, ça permet de travailler les compétences numériques. Si on inscrit de manière systématique tous nos stagiaires avec des exploitations plus ou moins poussées de la plateforme, peut-être dans certains groupes, ils utiliseront que le forum, peut-être d'autres, ce sera que du dépôt et du partage de documents, peut-être d'autres, ce sera de la classe virtuelle, etc. On essaye des choses différentes en fonction des publics, en fonction des durées des formations, mais de manière systématique, on va arriver à systématiser des séances dès la première semaine de formation, de prise en main de la plateforme. Donc, on appelle ces séances TIS, et dans une première partie, une première séance, on travaille la culture numérique en général, on fait réagir les personnes par rapport à leur métier et l'Internet à l'époque, les mails, etc., ce que ça provoque. Après, on suit les réseaux sociaux en fonction de l'évolution, ainsi de suite, les questions que les gens se posent. On voit avec eux les aspects techniques, on leur explique ce qu'ils auront accès pendant la formation. Et puis, on leur fait faire quelques manips et on utilise les salles multimédia pour que les gens se connaissent. On leur fait faire des manips, par exemple autour du traitement de texte, la navigation web, élémentaire, voir si le minima de compétences sont là, et si elles ne sont pas là, on leur demande de s'entraider. Et ils commencent à se créer des liens entre eux dans le groupe. On s'en sert aussi comme ça. Et puis, sur une deuxième séance, on travaille sur les outils de Spirale. De telle manière que si un formateur veut utiliser un wiki, eh bien, ils l'aient vu déjà, ils aient dégrossi, ils aient compris ce qu'était un wiki, en quoi ça peut être utile pour eux, pour pouvoir entamer une séance derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous semble un indispensable, et c'est ce genre de choses basiques qui permet pour nous d'avancer avec ce type de projet. En termes de moyens humains, eh bien, par exemple, quand on va travailler avec les blogs, on reviendra sur ce qu'on fait nous avec les blogs, mais eh bien, pour éviter qu'on ait des discours des formateurs qui disent oui, mais alors nos heures, comment elles vont être transformées, comment ça va être pris en compte, le temps qu'on passe là-dessus, etc. Eh bien, on va demander aux formateurs de suivre les stagiaires sur les blogs, de commenter des blogs, mais ça va être considéré comme un temps de face-à-face pédagogique, repéré sur les plannings pour le faire. En termes de réussite, je parle d'accompagnement, il faut accompagner. Eh bien, pour moi, un indispensable, c'est qu'il y ait une personne ressource dans la structure. Ressources pour les formateurs et pour les stagiaires, pour des problèmes techniques, et puis sur le sens à donner. Pourquoi en tant que formateur, eh bien, j'aurais intérêt à utiliser ça. Et si je comprends l'intérêt, comment je peux y aller? Parce que moi, je ne sais peut-être même pas faire un PowerPoint. Alors ton truc, comment je vais faire? Donc, qu'il y ait quelqu'un qui puisse apporter des réponses. Et quand je ne marque pas un informaticien, parce qu'il faut qu'il y ait une approche pédago derrière. Il faut que la personne qui soit ressource ait été confrontée à du groupe, connaisse le boulot du formateur de base, et évidemment qu'il ait une culture numérique, d'usage du numérique dans la formation, pour qu'il puisse mieux comprendre les besoins de ses collègues. Il y a aussi, on propose de transformer la préparation. Là où avant, on payait les formateurs pour corriger par exemple des copies, eh bien on leur dit que ça ne va pas toucher leur temps de travail, leur temps d'activité de formateur, mais que par contre, ils vont travailler sur une autre ingénierie plus intéressante pour nous, qui va être la conception par exemple de questionnaires. Et Spiral, lui, va s'occuper de traiter les questionnaires. Donc au lieu de passer et repartir avec leur pile de corrections à faire, eh bien là, ils travaillent sur Spiral à créer des contenus. Vous m'arrêtez s'il y a des précisions, si ce n'est pas clair. Moyens techniques, que ce qui m'intéresse dans le projet Spiral à l'époque par rapport à ce que j'avais, moi j'avais des serveurs, moi j'étais administrateur réseau, j'étais dans la technique, pas informaticien, je suis autodidacte, donc j'avais appris tout seul à être administrateur, je m'occupais de ça. Donc j'avais mis en place un serveur pour faire des tests de plateforme, je pensais qu'on allait gérer nos contenus sur notre machine dans le centre de formation. Là, le service ICAP propose ces moyens-là
pour une somme carrément dérisoire par rapport à un coût d'une machine, de maintenance, etc., du temps que ça prend. Là, je dispose des moyens de l'université en termes de sécurité, du débit Internet de l'université. L'idée, c'était de casser les résistances des formateurs qui allaient se retrouver face à un truc qui ne marche pas. Et tout de suite, ils allaient se saisir de cette opportunité-là pour dire « Ok, moi je veux bien, mais ça ne marche pas ton truc ». Là, j'avais un truc qui était fiable. À nous d'imaginer la transformation pédagogique, l'ingénierie derrière pour mettre en œuvre. Mais en tout cas, là aussi, je me débarrassais de ça et je pouvais m'occuper d'autre chose, justement, de l'accompagnement. Alors après, en interne, c'est mettre des moyens à disposition en termes de salles, mettre en place ces dispositifs-là pour quelqu'un qui n'est pas équipé, lui proposer la possibilité de venir sur place, réserver des places, pour qu'on ne mette pas de côté sur la touche certains. Alors, de manière systématique, avec les initiations, on leur propose un espace numérique de travail. On détourne Spiral pour le transformer en ce qu'on pourrait appeler un ENT, mais en tout cas un lieu où il y a des outils pour travailler en groupe. On avait déjà fait des choses, à l'époque avec Yahoo qui lançait des groupes, on pouvait partager des documents, communiquer par des forums. Bien là, on retrouve ces outils-là dans Spiral, et de manière systématique, on inscrit tous les stagiaires qui rentrent, là encore, ils vont faire plus ou moins de Spiral, mais en tout cas, ils ont tous à dispo les mêmes espaces. Ils ont un espace par promo dans lequel ils retrouvent la possibilité de faire des wikis, d'accéder à des forums, tout ce que vous connaissez, des ressources possibles de Spiral. Donc ça permet d'échanger dans les équipes pédagogiques, parce que celui qui est formateur de maths avec des CAP cuisine, lui, il a tenté un truc avec les forums, alors que celui qui intervient avec des titres pro logistiques, il a tenté des choses sur le dépôt de documents. Et derrière, ça permet de faire des échanges de pratiques et d'avoir des personnes ressources. On démultiplie comme ça les ressources parmi les formateurs. Alors j'ai repris des exemples de choses qu'on a pu faire en termes d'usage, en lien avec une discussion qu'on a eue avec Franck hier au soir dans la chambre, où on discutait ce qu'on faisait. Et c'est ça que j'ai choisi de mettre en avant. Et puis après, on verra si vous avez des idées ou si on va sur autre chose. Nous, ce qui nous a fait évoluer, c'est qu'au début, on est parti 2003 jusqu'à 2006 sur tout ce qui est scénarisation, granularisation de la formation. Et alors, on était dans le truc de se dire, c'était un peu la tendance de l'époque, de dire, OK, on met le paquet, on forme les formateurs sur des parcours qui peuvent être utilisés dans plusieurs formations. À l'époque, on travaille sur le droit, parce que ça, il y a plusieurs formations qui utilisent le même module, les mêmes contenus, sur la psychologie, sur des choses élémentaires, qui peuvent se faire à distance, qui ne nécessitent pas que les gens soient en face à face sur des cours qui sont très descendants. Donc on se dit, on va adapter, transformer ces cours-là pour qu'ils puissent les faire de chez eux. Et puis, tellement on fera quelque chose de sympa, on va bosser dessus, on pourra peut-être le revendre même, ce truc-là. Ça va peut-être intéresser d'autres centres ailleurs. On est dans ce truc-là. Puis on s'aperçoit vite que ça coûte. Si on veut faire quelque chose de qualité, il faut que ce soit multimédia. Donc il y a plusieurs d'autres centres de formation au travail social viennent voir ce qu'on fait, ça les intrigue. Il y en a qui décident de ne pas faire bouger les formateurs, c'est trop dur. Nous, on mise sur le fait de les former, de les faire monter en compétences là-dessus. Mais on s'aperçoit que ça coûte cher pour faire quelque chose de qualité. Et puis, il y a le Web 2 qui arrive, et puis Spiral évolue et intègre ces outils-là. Et là, on trouve que c'est une super opportunité pour transformer des activités de formation. Plutôt que faire du cours en ligne, eh bien là, il y a des outils qui semblent super pertinents pour nos formations, parce que ces travailleurs sociaux, ils ont besoin d'écrire. Ils doivent écrire souvent sur leurs pratiques, échanger avec les autres. Dans les institutions, dans ces métiers-là, ils sont lus par les autres, ils laissent des traces écrites pour leurs collègues, etc. Il y a des relèves. Et on décide d'utiliser le blog pour travailler les écrits. Alors, je vais vous parler du blog parce qu'apparemment, dans les programmes en lien avec le sport, comme me disait Franck, il y a par exemple des travaux sur les projets à mettre en œuvre. On a ça aussi chez les travailleurs sociaux, ils doivent mettre en place des projets éducatifs, donc avec les mêmes choses que vous connaissez, travail sur les objectifs, travail sur les structures, pourquoi cette activité-là par rapport au public, ainsi de suite. Et donc on décide, pour des moniteurs éducateurs qui sont en situation d'emploi, en alternance, on les appelle comme ça chez nous, eh bien, entre chaque regroupement,
de les faire travailler à distance avec ce type d'outils-là. Et on va leur demander des activités sous forme d'articles de blog pour les faire travailler sur leur écrit, mais pour apprendre aussi à être lus dans un espace qui reste restreint par rapport à un blog traditionnel, pour les conforter, parce que là, ça bouscule énormément, celui qui n'est pas à l'aise avec l'orthographe, avec la rédaction, sur les contenus, est-ce que ce que je vais dire, c'est pertinent ou pas, je vais me taper la honte par rapport aux autres, ainsi de suite. Donc nous, on essaye d'être rassurant là-dessus, mais de les bousculer quand même. Et puis, ça nous intéresse parce que tout ça, malgré tout, ça leur fait travailler la pratique numérique de manière détournée, parce que ça, c'est quelque chose qu'on porte, je vous disais depuis le début. Donc plutôt que multiplier des choses à faire sur différents services, on a tout dans Spiral et on peut travailler ces pratiques numériques là-dessus. Donc on va leur demander de faire des billets en lien avec des travaux. Donc si c'est le projet, eh bien, entre le premier regroupement et le deuxième, eh bien, ils vont nous expliquer leur structure. Ils vont pouvoir aller lire et mieux comprendre la structure de l'autre, où il est. Deuxième billet, eh bien, ça va être sur leur public. Troisième billet, ça va être sur leur projet, dans les grandes lignes, les objectifs, et ainsi de suite. Et le rôle de formateur, eh bien, ça va être de suivre ça à distance, en animant ça au travers des forums, pour donner les consignes, piloter, animer, et sous forme de commentaires, pour avoir un suivi individuel, mais ouvert aux autres stagiaires, là encore, tout en transparence. On porte aussi cette culture-là de leurs travaux qu'ils font avec des traitements de texte. Quand ils ne les rendent plus en tête-à-tête avec le formateur, mais ils sont disponibles pour tous les autres. Alors ça aussi, ça bouscule, parce que c'est des gens qui rentrent sur concours, ils sont en compétition, puis du jour au lendemain, ils ont le droit d'aller voir les copies des autres, etc. Mais on essaye de porter ça, ça nous semble pertinent et original, innovant là-dessus. Et donc, c'est là-dessus que les formateurs ont du temps dégagé pour suivre ça. Parce que là aussi, ça bouscule des formateurs qui ne sont pas du tout à l'aise, on est en 2006-2007, pas du tout à l'aise avec ces outils-là, on leur demande d'aller sur des blogs, d'aller commenter des blogs. Donc il y en a qui ne savent même pas ce que c'est un blog, de là à l'utiliser comme ça dans les formations. Donc voilà un usage, déjà je me disais que si vous le faites pas, ça peut être quelque chose où je peux faire du retour d'expérience là-dessus. Donc on reviendra après, vous m'interpellerez sur là-dessus. Je vous donne des pistes comme ça de ce qu'on a pu faire. Sur les wikis, alors les wikis, c'est quelque chose qu'on trouve formidable depuis le début et qui est vite percuté, qui percute vite chez les stagiaires quand on leur explique que là, on va éliminer tous les problèmes de version, de documents quand ils travaillent en groupe, qui s'envoient, on ne sait plus quelle est la bonne version, etc. Tout ce que vous connaissez des avantages des wikis. Donc là, tout ce qui est travaux de groupe, on leur demande de les faire là-dessus. Ça nous permet de suivre qui a fait quoi dans le wiki, de sentir qui s'implique dans le travail de groupe, des choses que vous faites sûrement. Par contre, quelque chose, moi, je n'avais pas vu en usage, donc peut-être vous le faites déjà, mais avec les formatrices de droit et de psycho, eh bien, on travaille sur l'étude de cas. Alors, ce n'est pas vraiment de la classe inversée comme on en parle maintenant, mais c'est l'idée que les formatrices, ces deux formatrices-là, étaient tout le temps dans la panique de ne pas arriver à respecter tout le programme, qu'elles n'avaient pas assez d'heures, etc. Donc, là encore, l'accompagnement que je vais faire ici va être vraiment de réfléchir sur comment, par cet outil-là, elles pourraient gagner du temps et qu'elles ne soient plus dans un truc super descendant qui gonfle les stagiaires, mais plutôt que quand ils se voient, ils soient sur l'échange de pratiques, qu'ils puissent ramener, comme c'est des gens qui bossent, des expériences de terrain. Bah tiens, moi avec mes gamins, qu'est-ce que dit la loi? Parce que nous, on a fait ça en institution, est-ce qu'on peut le faire, ainsi de suite. Donc, pour travailler ça en amont, avant qu'ils se retrouvent en grand groupe, eh bien, elles se servent des wikis pour déposer les travaux. Elles posent des études de cas, et ce qu'ils ont comme accès, ils ont des droits pour créer des wikis. Il y a un dossier qui est créé étude de cas numéro 1. Par le forum, elle pilote ça, elle donne les consignes de ce qu'il faut faire. Et ensuite, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur Ajouter wiki, mettre leur nom, et ils répondent à la situation. Ils donnent leur version, la réponse de l'étude du cas. La formatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le wiki, elle utilise juste le fait d'écrire en rouge, et elle commande dedans. Elle se sert de l'outil commentaire de ressources et de notes pour déposer la note globale et le commentaire. Et tout ça encore accessible aux autres. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que pour les formatrices, elles se cassaient la tête avant, elles n'étaient pas super à l'aise avec le numérique, elles étaient prêtes à jouer le jeu sur Spiral. Là, quand je leur dis que plutôt que, comme avant, de recevoir par mail les documents ou d'aller les chercher dans du dépôt de documents, qu'elles téléchargeaient sur leur machine,
qu'elle devait corriger, republier pour que le stagiaire retélécharge de son côté, etc. Là, on va vraiment à l'essentiel, on ne se casse pas la tête avec la forme, on se sert de la simplicité, de la rapidité qu'apporte le wiki là-dedans. Donc ça, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent les wikis sous cette forme. Non. Voilà, c'est un truc, je vous conseille d'essayer. Si vous voulez aller vers quelque chose de simple, comme ça, pour rendre des travaux, on a trouvé ça, nous, super pertinent et super simple à mettre en œuvre. Ouais. L'intérêt du wiki par rapport au questionnaire, c'est uniquement que les autres peuvent aller voir les résultats. Oui, et puis que la formatrice, pour elle, c'est super simple aussi. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les outils de suivi du questionnaire, etc. Elle rentre dans le wiki, elle sait faire, elle fait modifier, elle boucle, elle fait enregistrer. Tu vois? Donc là, elle perd vraiment pas beaucoup de temps, elle s'attache à l'essentiel de la lecture, de ce qu'elle apporte comme point d'information, de coaching, comme on l'appelle, de tutorat. Les classes virtuelles, là, c'est un outil qui est tellement simple à utiliser dans Spiral. Hier, Jacques Fayet parlait de celles d'Adobe, qui effectivement sont super bien foutues. Ici, c'est la version logiciel libre qui a été adaptée dans Spiral. Là, je vous donne l'exemple d'une formatrice qui intervient sur des projets personnalisés individuels. Dans les structures, ils doivent suivre les personnes, mettre en place un projet pour la personne qui est placée en institution. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sensibilisé au numérique, mais qui connaît Spiral. Par rapport à ce que je vous disais, elle est déjà allée dans un forum, a déjà déposé un document, etc. Et là, elle devait faire une séance à distance. Elle devait intervenir 3 fois avec le groupe. Et pour ces stagiaires-là, ils ont, sur 1000 heures de formation, ils ont 10%, une centaine d'heures de travaux d'activité à distance. Donc elle devait intervenir sur une séance au milieu. Et du coup, elle ne voyait pas trop comment faire. Elle pensait utiliser les forums. Je leur posais des questions dans les forums, il y aura une interaction, etc. Je dis, ça va être lourd, ils vont recevoir plein de mails dans tous les sens, ainsi de suite. Et pourquoi tu n'essayes pas la classe virtuelle? Elle n'avait jamais essayé. Je dis, regarde comment ça se passe. Je lui dis, qu'est-ce que tu ferais en groupe? Et j'ai essayé de voir avec elle, là encore c'est cet accompagnement-là, le temps passé avec elle, elle venait pour que je lui remette en tête comment ça marchait les outils. Je lui dis non, on va passer un temps pour faire un minima de la scénarisation, mais pas un truc compliqué, on ne va pas écrire dans tous les sens, mais te projeter dans comment ça va se passer. Pour pas que tu sois en panique, que tu sois mal à l'aise, soit déstabilisant, comme quand on a mal préparé un truc, qu'on n'est pas à l'aise face à son groupe. Et je lui dis, souvent tu travailles en petits groupes. À un moment, tu vas donner des consignes, tu fais échanger sur des pratiques tes groupes. Puis à un moment, tu les dispatches. C'est des pratiques courantes que vous devez faire aussi, où chacun va travailler par groupe sur des thématiques différentes. Après, on mutualise un moment. Ça, tu peux le faire à distance. Comment on va faire? On va faire ajouter classe virtuelle. Dans ta première, on fera une classe, ce sera le groupe entier, comme tu auras accueilli ici le groupe dans ta salle. Tu vas donner les consignes, tu vas expliquer le pourquoi de ta séance, les objectifs, ainsi de suite. Et puis là où tu les aurais dispatchés, on va faire ajouter classe A, groupe B, etc. Et puis dans ta séance présentielle, tu travailleras avec eux sur les thématiques des groupes, ils se positionneront dans des groupes, et quand ce sera le temps de distance, tu leur demanderas d'aller dans les groupes qui correspondent. Dernier temps, dans son petit scénario qu'on a imaginé ensemble, on va mutualiser. Donc à un moment, c'est toi qui pourras aller naviguer dans les différents groupes, tu changeras de salle, tu iras voir comment ça se passe dans le groupe, comme on fait en face à face. Et puis, dans le dernier temps, tu vas demander de se retrouver dans le grand groupe pour mutualiser, que chaque groupe restitue aux autres, ainsi de suite, du traditionnel. Donc, ça lui a parlé tout de suite, elle a vu qu'effectivement, c'est des choses qu'elle faisait, et puis que techniquement, ce n'était pas quelque chose de compliqué. Donc, les classes virtuelles que tu as créées, donc tu les as créées au nom de la formatrice en question? J'ai créé un module dédié, ouais, que j'ai appelé au nom de son cours, voilà. Et puis à l'intérieur, les ressources, c'est les classes virtuelles. Parce que les classes virtuelles, moi le problème que j'ai actuellement avec Bill Button dans Spiral, c'est qu'il faut que ce soit le formateur qui a créé la classe virtuelle, ouais, qui l'ouvre pour pouvoir qu'elle puisse fonctionner. Alors j'ai créé un profil où ils ont les mêmes droits que la formatrice. Voilà, pour simplifier le truc, ce qui fait que même si tu l'ouvres pas, même si elle est en rouge, ça marche. Associer un pad,
qui a besoin, ou des wikis en fonction des groupes, s'ils ont besoin de prendre des notes, laisser traces pour restituer. Donc là, voilà, il me semblait que c'était des choses qui sont facilement reproductibles et puis qui permettent de tester, d'y aller, de commencer à voir comment ça marche. Parce que pour moi, c'est aussi dans les facteurs qui font que ça fait avancer, à un moment, oser y aller, se confronter, accepter que ça ne marchera pas, expliquer aussi aux stagiaires que nous-mêmes, on peut être en difficulté, qu'ils vont être cobayes, mais que nous aussi, on est cobayes. Enfin, on a toujours été clair avec nos stagiaires là-dessus. Accompagner, là encore, en amont, mais aussi, comme disait Jacques Fayet, qu'il y ait quelqu'un en ressources à côté, au moins au lancement. Quelqu'un qui, techniquement, ne panique pas parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a un stagiaire qui appelle pour dire « moi, j'y arrive pas, ça ne marche pas », etc. Il y en a qu'on a retrouvés dans d'autres modules, qui cherchaient dans d'autres modules, qui n'avaient pas compris. Je suis passé 10 minutes devant le groupe pour leur montrer où ça allait se passer, mais super rapide. Vous connaissez Spiral, vous d'habitude vous bossez dans ces modules-là. Là, pour cette séance, ce sera là. Et juste 10 minutes. Mais pour la formatrice, ça l'a rassurée. Elle savait que déjà, cette partie de décrire, elle ne serait pas en difficulté face au groupe, des fois qu'elle ne se rappelle plus. Et puis le jour J, il y aurait quelqu'un avec elle au lancement qui pourrait l'aider si ça coince. Le reste, je vais zapper. Juste dans les usages, je n'ai pas fait de diapo, mais dans les choses pertinentes, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites pour certains, dans les usages un peu détournés. Les questionnaires qu'on fait produire aux stagiaires, on leur met des droits pour créer des questionnaires. On l'a fait pour deux groupes. Des CAP cuisine avec des gens avec une moyenne d'âge 45-50 ans, qui avaient les connaissances, les compétences pour arriver au CAP, mais qui étaient en panique. Le fait de se retrouver à l'examen dans un cadre de reconversion, etc., plus ça arrivait vers l'échéance, plus c'était la panique. Et ils avaient des temps pour mettre en place des projets. Ça peut être création d'un repas pour une association, etc. Ils ont décidé d'utiliser ce temps projet. On les a aiguillés là-dessus dans l'idée de les rassurer, pour leur dire vous êtes 15 si vous voulez, vous allez produire des questionnaires de révision, et puis les formateurs concernés vont valider les questionnaires. Ils sont mis en salle multimédia, et évidemment, elles ont toutes révisé en créant les questionnaires, cherché entre elles si ce qu'elles allaient mettre en réponse juste, c'était bien ça, etc. Et puis après, validé par le formateur derrière. Alors, on a fait ça avec des contenus de CAP cuisine, donc sur des matières techniques, et des techniques culinaires, tout ce qui est plutôt théorique dans ces métiers-là. Et puis, sur le droit, avec des éducateurs spécialisés, où l'éducateur était un peu dans la panique. C'est quelqu'un qui était à l'aise avec le numérique. Il dit tiens, je ne sais pas comment réviser. Je me suis dit que peut-être je pourrais faire des questionnaires. Ouais, tiens, vas-y, on te met les droits. Et voilà aussi un usage un peu original qu'on a pu faire. Voilà, ça fait de la ressource. Voilà, la logique. Donc voilà des exemples. Et puis là, je ne sais pas combien de temps on a, Christophe. Je suis déjà au bout. 5 minutes de questions jusqu'à 30. Voilà. Donc c'était vous donner des pistes et puis après voilà qu'on échange sur d'autres moments ou demain soir si vous voulez que je mène une table soit sur Spiral, je vous montre des choses, soit sur la place numérique aussi qui peut être ressource pour vous. Mais, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc des blogs, moi, parce que nous on a fait des blogs comme ça. Donc en fait dans les formations, on leur demandait de diriger un projet d'entraînement. Par contre, ce qu'on leur demandait, c'était de développer un outil de direction qui sert à la communication autour du projet. Ouais. Donc c'est pas lié à des activités qu'on leur donne en formation, c'est plus un outil qui leur sert à diriger le projet qu'ils ont en charge. Quoi. Non. tu veux dire c'est un bloc de groupe, non? Non. Alors ça on a essayé aussi avec Pascal, non, là c'est du genre, voilà, et les mecs dirigent une équipe de sportifs. Donc, pour communiquer avec cette équipe de sportifs sur ce qui s'est passé à la fois en entraînement, ou ce que les mecs ont à faire, ou la formation d'entraînement, on leur a dit vous allez développer un blog pour faire ça. Comme s'ils avaient développé un blog hors Spiral. Ah, s'il était hors Spiral. Ah ouais, voilà, ouais. Non, nous on a toujours confiné dans Spiral. En fait, on a eu deux usages, j'en ai eu plus que ça, mais je
pense à 2 usages en particulier. Un qui ressemble au tien, mais qui était hors spirale. C'est-à-dire que chaque activité de formation, qui était à distance ou même en présentiel, générait un article à minima dans un blog. Donc là, je pense à une expérience particulière. Donc c'était à chaque fois il y avait une thématique. Et bon, bref, enfin, bon, pareil, je te montrerai si tu veux. Mais du coup, on l'a fait à l'extérieur de Spiral. Pour ce qui amènera à ma question. Donc ça, c'était un premier truc. Et un deuxième truc, c'était pour diriger un système d'entraînement. Ils avaient besoin d'un outil de communication. On a dit que c'était important. Et donc là-dessus, on leur a dit, voilà, vous allez développer... Il a rien dit là. Il a rien dit. C'est ta voix qui porte. Vous allez développer un blog. Non, comme j'ai fini ma question. Et donc le choix a été fait de le faire à l'extérieur de Spiral pour que les blogs puissent continuer à vivre au-delà de la formation. Il y avait aussi un deuxième aspect, c'est qu'ils sont propriétaires de leur contenu. Et donc, c'est pour ça que je pose la question, alors parce qu'en même temps, je sais que lui, il a fait l'inverse à l'intérieur de Spiral. Et l'idée aussi d'évaluation par l'extérieur de la formation, qui est mobilisateur pour 80% dans les estimations que je fais du groupe, mais 20% c'est inhibiteur grand chelem. Et donc voilà, ma question c'était comment toi tu as pensé le système. Est-ce que les blogs ont continué à vivre derrière? Si les gens souhaitaient les faire vivre derrière, comment ils fonctionnent? Comment du coup la suite de cet outil de formation est remis à disposition finalement? Moi j'ai poussé un maximum pour les ouvrir à l'extérieur. Parce que moi, ce qui m'a toujours embêté avec ce public-là, c'est qu'ils ne valorisent pas en ligne leur pratique par rapport à des communautés de profs. Voilà, c'est tout ça. Et j'ai eu des résistances fortes de la part des collègues qui, eux, avaient des craintes sur ce qu'ils allaient dire sur les institutions dans lesquelles ils bossaient. Par rapport aux équipes, c'est-à-dire qu'ils avaient peur de dire, de trouver un article où le stagiaire disait de toute façon c'est impossible de bosser en équipe là-bas, ce qu'ils font c'est pas en lien avec ce qu'on fait en cours de droit, qui critiquent les institutions et que ce soit public à l'extérieur. Donc ça, une crainte forte qui s'entend, et aussi par rapport aux gens qu'ils accompagnent sur la confidentialité des personnes qui sont évoquées, propres au social, qui fait que même s'ils détournent le nom des personnes quand ils en parlent dans les articles, derrière, ils avaient peur d'être attaqués là-dessus. Donc, on dit OK avec ton truc, mais c'est fermé. Donc on est plus proche du portfolio, non pas vraiment, mais du portfolio de formation, dans ce cas, je dirais. Alors, oui, ça, tu peux le voir comme ça, mais c'est plus quelque chose qui leur a permis de structurer leur écrit tranquillement pour qu'après, ils en fassent une synthèse pour produire après dans un traitement de texte traditionnel l'écrit qui rentre pour la formation et qui là doit être dans les clous traditionnels. Et là il y a vraiment un document à rendre, une production traditionnelle à rendre. Et après pour la suite, il y en a qui voulaient garder les traces de ça. On garde ces espaces de groupe dans lesquels il y a les blogs, le groupe commun qui est le ENT, tu vois. Ça, on les conserve 1 an jusqu'à la promo d'après. Et on leur dit qu'on les ferme après et que c'est sur demande, on peut les maintenir. Alors souvent après, l'idée c'est qu'ils trouvent d'autres outils pour continuer leur petite communauté de promo, tu vois, et qu'ils aient le temps de copier leur contenu si besoin. Et voilà, il n'y a pas de suite après en ligne accessible. Et est-ce que, alors je suis passé par les 2 trucs que je t'ai présentés, c'était des choses qui ont fonctionné, mais du passage de l'un à l'autre, j'ai fait une étape intermédiaire qui n'a pas fonctionné, avec de nouveau en reprenant l'histoire des outils blog, exactement ouvert. Ouais. C'est peut-être ça qui a posé problème. Et sur effectivement les temps entre les séquences de présentiel, on leur demandait un travail un peu comme celui que tu disais. Et là-dessus, vu que ce n'était pas en lien avec leur activité professionnelle directe, on a eu du mal à les faire travailler, c'est-à-dire à ce qu'ils fassent le travail de production qu'on avait entre les séquences de formation. Et à tenir un peu une pression, on a la pression, et du coup là-dessus, la question elle serait, est-ce que du coup c'était tout le monde s'est engagé dans le travail, ou alors c'était disparate, et
et si c'est disparate, finalement, qu'est-ce qui fait que des gens s'engagent et d'autres non? Est-ce que finalement, ça a une conséquence sur le niveau des gens au final? Alors, il y a toujours eu la volonté des collègues de ne pas noter ce qui était écrit. Donc forcément, ils faisaient ce qui était payant en termes de notes. Ce qui avait d'intéressant par rapport à un échange qu'on avait à table, là, c'est que nous, puis c'est des choses que vous avez déjà dû constater avec vos usages, que ce qui nous semble intéressant, c'est que ceux qui s'expriment des fois le plus là-dessus, c'est ceux qu'on n'entend jamais en face à face, et ils ont leur espace ici. Mais malgré tout, il y en a qui s'expriment nulle part. Et donc, il fallait qu'ils fassent. Et puis, c'était pas juste que certains jouent le jeu de se dévoiler sur la difficulté, parce que pareil, on leur apprend à parler de ce qui ne va pas. Dans ces métiers-là, souvent, ils arrivent, c'est les sauveurs des malheureux, etc. Donc là, il faut accepter que non, ça ne marche pas tout le temps. Donc, ce qu'on a fait, on a repéré les top 10 de ceux qui font rien. Et donc, on leur a dit, on a vu que là, toi, tu es à 4 heures d'activité, tu n'as pas produit d'article, tu n'as pas lu telle ressource, donc d'autres modules plus classiques. Derrière, on veut savoir pourquoi. Donc, si vous êtes toujours dans les top 10 de ceux qui font rien, eh bien, lors de votre regroupement, on sera plusieurs formateurs à vous voir après les cours, à 16h30, 17h30, pour comprendre ce qui ne va pas. Est-ce que c'est technique? Peut-être vous êtes à la rue sur le numérique, vous n'avez rien pigé dans Spiral, c'est allé trop vite pour vous. Peut-être c'est trop dur pour le moment d'écrire. Donc on va voir comment on peut débloquer, comment en allant lire ceux qui ont réussi à écrire, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas. Et là, à 2-3 formateurs pour un groupe de 10, à tourner comme ça le soir, avec les gars qui ont les boules parce que tous les collègues ils s'en vont, et puis eux ils restent, ils sont punis, quoi. Ils sont éducateurs et ils sont punis, ils restent après, ils sont en colle, tu vois. Donc derrière, ça a été un levier pour bouger. Malgré tout, on a toujours 3-4 sur un groupe de 30 qui sont à la ramasse. Souvent, c'est les mêmes qui font rien ailleurs, quoi. Mais voilà, ça a été une solution que nous, on a trouvée pour faire bouger, en étant bienveillant là-dessus quand même, et en prenant vraiment le temps, en se posant côte à côte avec les personnes, en regardant. Ouais, pardon. Voilà. Bon, voilà, je suis à votre dispo. C'est l'idée de vous ouvrir des pistes pour qu'on puisse discuter derrière. Bon, bonne digestion. Merci à vous.